le Japon, est un pays où le mystère et le folklore coexistent avec la modernité. Des récits captivants, mêlant souvent l'étrange et l'inexpliqué, jalonnent son histoire et continuent de captiver l'imaginaire collectif. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je vous invite à explorer 3 de ces mystères japonais, chacun révélant un aspect unique et énigmatique de ce pays fascinant. Avez-vous déjà fait face à un phénomène étrange qui a changé à tout jamais votre perception d'un instant banal ? Un événement qui vous a fait frissonner, alors que rien ne présageait votre rencontre avec l'inconnu. Cela est arrivé à un homme, le soir du 17 janvier 2016. Alors qu'il attendait son train pour rentrer chez lui après le travail, cet usager ne s'attendait pas à être le témoin d'un phénomène étrange. Il était tard, et l'obscurité s'était installée sur le quai de la station. L'homme attendait son train, seul sur le quai, comme à son habitude. Cependant, il a soudainement entendu quelque chose qui a retenu son attention, et cela provenait du haut-parleur censé diffuser les annonces. Pris de panique, il a rapidement sorti son téléphone pour immortaliser cet instant et a partagé cet événement sur Twitter en quête de réponses d'autres usagers. L'annonce à la station Iwakiri est tellement effrayante. J'entends un mélange de pleurs de femmes, de voix en colère et de sons étranges. Le jour suivant, soit le 18 janvier, d'autres utilisateurs de Twitter ont également témoigné en disant qu'ils avaient été témoins des mêmes sons étranges à cette même station. Les autres utilisateurs ont établi plusieurs théories. Bien entendu, la première qui leur vint à l'esprit, c'est la possibilité d'une présence paranormale. Une personne décédée à cette station tenterait de communiquer avec les passagers sur ce quai. D'autres théories, cependant, semblent bien plus plausibles. Si vous avez déjà pris le train au Japon, surtout dans les villes comme Tokyo, vous avez peut-être remarqué que le personnel de la station utilise des dispositifs similaires aux talkie-walkie. Ces systèmes, conçus par Mitsubishi Electric Corp, fonctionnent sur certaines fréquences à courte portée et souvent cette portée est limitée à 200 mètres. Dans ce rayon autour de la station se trouve un quartier résidentiel et l'endroit le plus intéressant est cette maison de retraite. Il est courant que le personnel des maisons de retraite utilise des dispositifs audio pour communiquer dans un si grand établissement, sachant que plusieurs situations d'urgence peuvent survenir à cet endroit. Il est donc possible que l'haut-parleur de la station ait capté le signal d'un des dispositifs du personnel de la maison de retraite. Cependant, la nature de la voix sortant du haut-parleur ne semble pas être celle d'un membre du personnel en appelant un autre. L'homme qui a enregistré la vidéo affirme avoir entendu ce qui ressemblait à une femme en train de pleurer. Mais nombreuses sont les personnes, moi incluse, à entendre la voix d'un enfant, plus précisément celle d'un petit garçon. Cette voix pourrait nous amener à une seconde théorie, que le signal radio provient d'une maison à proximité et que le haut-parleur est en train de capter ce qui se passe dans le salon d'une famille. Ces derniers sont-ils mis sur écoute ? Les cas de mise sur écoute sont assez courants au Japon, qui regorgent de stalkers qui ont pris l'habitude malsaine de s'équiper de petits dispositifs pour espionner le sujet de leur intérêt. Un individu déséquilibré aurait peut-être utilisé un appareil pour écouter une résidence pendant une conversation qui s'y déroulait. Et celle-ci aurait été ensuite captée par le haut-parleur de la station de train. Cela semble pourtant assez tiré par les cheveux.
La théorie la plus plausible pour moi est la dernière, celle qu'explique le youtubeur Kyoto Robato qui a inspiré cette vidéo. D'ailleurs, je vous conseille, si vous parlez anglais, d'aller regarder sa chaîne. Il y traite de beaucoup de mystères japonais et d'enquêtes de true crime. Si on recherche l'explication la plus simple, il est possible qu'un employé de la gare ait simplement laissé un enfant jouer avec son talkie-walkie quelques secondes. Pour moi, l'enfant bidouille cet appareil et la diffusion ainsi que les parasites sonores rendent le tout très inhabituel. La seule chose inquiétante pourrait être la dernière phrase qu'il prononce. Quelqu'un arrive. Certains ont imaginé que l'enfant était inquiet à l'idée que quelqu'un le surprenne en train d'utiliser ce dispositif, car il essayait d'appeler à l'aide. Moi, je pense plutôt qu'il n'est pas autorisé à jouer avec le micro. D'ailleurs, un employé de la station d'Iwakin a expliqué sur Twitter que les micros doivent être allumés et éteints manuellement entre les annonces et que les employés oublient souvent de les éteindre. Cela signifie qu'ils peuvent occasionnellement capter des sons provenant de l'intérieur du bureau des annonces. Un enfant pourrait être rentré dans le bureau pour jouer avec ce dernier. En tout cas, depuis lors, il n'y a pas eu d'autres incidents signalés. Et ni la station, ni les autorités ne s'en sont jamais expliquées. Il y a un événement qui a traumatisé la société japonaise et qui a laissé des traces indélébiles encore de nos jours dans la pop culture. Les Coin Locker Baby désignent un phénomène tragique qui a eu lieu entre 1970 et 1990. Le terme fait référence aux nourrissons abandonnés dans les consignes automatiques, souvent situés dans les gares ou les centres commerciaux. La crise économique, la pression sociale et l'absence de soutien aux mères célibataires sont parmi les facteurs qui ont contribué à ces abandons. Le plus souvent, les nourrissons n'étaient pas retrouvés vivants en raison de suffocation, de déshydratation et d'hypothermie. Ces événements dramatiques ont marqué les consciences pour toujours. De nombreuses œuvres ont permis à leurs auteurs d'exorciser ce traumatisme. Par exemple, dans le jeu vidéo Yakuza, un des personnages n'arrivera pas à temps pour sauver son fils, déposé dans un coin locker, et cette macabre découverte le marquera à vie. Le roman Coin Locker Baby de Ryu Murakami, publié en 1980, explore les vies fictives de deux garçons abandonnés dans des consignes à leur naissance. Cette œuvre, tout en étant une fiction, met en lumière les véritables drames humains qui se sont déroulés à cette époque et les failles d'un système qui ne parvenait pas à protéger les plus vulnérables. C'est ce roman qui inspirera une musique du groupe de visual kei Diren Grey, qui utilisera le thème des Coin Locker Baby pour exprimer les sentiments de douleur, d'isolement et de désespoir, souvent ressentis par ceux qui ont été abandonnés ou rejetés par la société. Dans ce milieu musical, une chanson produite sur Vocaloid parlera aussi du phénomène. En abandonnant son nourrisson dans une consigne, la protagoniste perd pied avec la réalité et souhaite, en refermant le coin locker, y abandonner ses doutes et ses regrets. Le phénomène a eu un impact sur la société japonaise en matière de législation. Les cas d'abandon ont suscité des débats publics intenses et ont conduit à une prise de conscience accrue concernant la nécessité de protéger les droits des enfants et de soutenir les parents en difficulté. Au fil du temps, le Japon a introduit des réformes visant à améliorer les conditions sociales et à offrir davantage de ressources aux familles, tels que des programmes d'assistance et des options d'adoption plus accessibles. Mais aussi, les coin lockers sont désormais disposés stratégiquement dans des lieux de passage à la vue de tous, ce qui a un effet dissuasif quant aux potentiels témoins de personnes abandonnant leurs enfants. Le mont Asahidake est le plus haut sommet de l'île d'Hokkaido. C'est un endroit connu pour ses paysages époustouflants,
mais dont le terrain accidenté et les conditions climatiques extrêmes en font un lieu dangereux, réservé aux randonneurs expérimentés. En juillet 1989, 2 randonneurs se perdent sur le sentier reliant le mont Kurodake au mont Asahidake. Ils auraient dévié du parcours et se seraient dirigés vers la rivière Shubetsugawa. Les secours sont rapidement dépêchés à bord d'un hélicoptère afin de retrouver nos malheureux randonneurs. Ils remarquent alors un gigantesque signe SOS soigneusement dessiné à flanc de montagne à l'aide de pierres et de troncs d'arbres. Les randonneurs sont ainsi secourus rapidement à proximité du SOS, sains et saufs, et seront pris en charge par les secours. Voilà une histoire qui termine bien, me direz-vous. Néanmoins, après avoir interrogé nos randonneurs, ces derniers affirmèrent qu'ils n'étaient pas responsables de ce signe SOS dessiné à flanc de montagne. La police d'Hokkaido se rendit de nouveau aux alentours du SOS afin de trouver potentiellement d'autres victimes. À la suite de ces fouilles, ils y trouveront un trou dans lequel ils découvriront 4 cassettes audio, un sac à dos, des porte-bonheur, un trépied, une paire de baskets pour hommes, 2 appareils photo, mais surtout des ossements. Ceux d'un homme. La police fera la triste découverte du permis de conduire de Kenji Iwamura, un jeune homme de 25 ans, originaire de Konan, dans la préfecture d'Aichi, qui avait disparu le 10 juillet 1984, après être parti en randonnée. Iwamura était diplômé de l'Institut de technologie de Kyoto. Sa passion pour les locomotives vintage l'avait conduit à travers le pays pour satisfaire sa curiosité. Son voyage fatidique à Daitsuzai avait été organisé par lui-même pour célébrer une promotion qu'il avait eue au travail. Iwamura aimait les animés, et dans les cassettes retrouvées sur les lieux, plusieurs étaient des bandes originales de ses séries préférées. Une d'entre elles contenait la bande originale de Gigi, un animé très populaire dans les années 80. Et entre 2 titres, les enquêteurs tombèrent sur cet enregistrement. Ce son me touche énormément. On sent la détresse d'Iwamura, ne pouvant échapper au piège dans lequel il était maintenant prisonnier. Il est possible qu'il se soit enregistré avec son magnétophone pour diffuser le son et faire en sorte de s'économiser la voix en appelant à l'aide. Perdu en montagne, la situation devient rapidement désespérée. Les heures s'étirent en une attente interminable avec la faim et la soif qui s'ajoutent à la peur de ne pas être retrouvé à temps. Sa souffrance a dû être immense. Et le signal SOS de 5 mètres, formé avec soin, est le triste vestige de son espoir d'être sauvé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je souhaitais faire un format posé avant la rentrée. Je pense que je vais repartir sur des vidéos plus longues et complexes, et j'avais besoin d'un format plus lent. Je ne sais pas si celui-ci vous a plu, et si vous en souhaitez d'autres de ce type. En tout cas, je vous remercie chaleureusement. Nous sommes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et vos commentaires ainsi que vos abonnements me motivent énormément. Merci encore à tous. Et si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner. Il nous reste encore tant de sujets mystérieux à explorer ensemble. Je vous dis à la prochaine sur The Eldritch Tale.